YouTube est le deuxième site le plus visité sur Internet. Avec 300 heures de vidéos publiées chaque minute et 5 milliards de vidéos regardées chaque jour, il est clair que l'administration de ce site devient de plus en plus incontrôlable au fur et à mesure des jours. Et les youtubeurs eux-mêmes vous le diront, l'histoire de YouTube est teintée de controverses. Des vidéos extrêmes postées sur le site, des mystères qui encore aujourd'hui n'arrivent pas à être résolus, qui définitivement n'arrêtera jamais de grandir. Bienvenue dans la face cachée de YouTube. Bonjour à tous et bienvenue dans Findings et dans cette deuxième édition de la face cachée de YouTube. Il aura mis du temps à venir et c'est plutôt normal parce que j'ai eu beaucoup de gros projets ces derniers temps. Mais finalement, il arrive en grande pompe. Je ne sais pas encore si cet épisode sera vraiment très long parce que j'ai choisi des sujets très automatiques, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément masse de choses à dire, mais c'est intéressant en soi de traiter ces sujets. Et je vous ai dégoté des choses assez flippante pour le coup, avec du mystère, de la flip pure, bref ça va être sympa. Avant de commencer, oui vous pouvez remarquer que là j'ai à nouveau le micro que certains trouvent insupportable. Je suis désolé, j'essaie de trouver un moyen de le faire parce que vous pouvez le voir, on est dans l'ancien décor. Ouais, je pouvais pas rester à Paris, je pouvais pas. Je trouverai un moyen de ne pas utiliser ce micro, je suis désolé, mais en attendant, commençons. Numéro 1, Time Girl. On est en face de quelque chose qui s'est passé à un moment très précis, qui a presque retourné à Internet et qui est tombé dans l'oubli quelques jours après. En mai 2017, d'un coup, sans prévenir, un live stream visiblement d'origine russe commence. Le nom du live stream au début était SDRJH434HGFG3, bref, des lettres et des chiffres au pif. Et ce live stream va attirer énormément de gens, dû au fait tout simplement que son contenu est très alarmant. On y voit une femme attachée à une chaise, avec attaché à son corps un compte à rebours qui allait ensuite compter pendant 10 heures. Sur le moment, ça a été la panique. Les gens ne savaient pas si c'était une expérience sociale bizarre, un projet artistique bizarre ou vraiment quelque chose pour lequel il fallait s'inquiéter. Et notamment YouTube a très vite réagi finalement et a supprimé d'un coup la chaîne qui avait réalisé ce livestream. Mais très vite après sa suppression, une nouvelle chaîne apparaît et le livestream peut reprendre. Et ainsi, pendant quelques heures, il va y avoir un jeu qui va se créer où les gens vont chercher où le livestream va continuer, toujours à la recherche de nouveaux indices sur ce qui se passe et toujours à la recherche de moyens de communiquer avec cette femme qui est dans une situation complètement catastrophique. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de ce compte à rebours. Les gens ont vraiment flippé. Puis au bout d'un moment, après des nombreuses suppressions des nombreux comptes par YouTube, l'expérience va migrer de YouTube à Periscope, l'application sur laquelle on peut faire des lives partout dans le monde. Pareil sur Periscope, même si un peu moins, le live va se faire supprimer régulièrement. Lentement, le compte à rebours continue, les secondes, les minutes passent et on arrive à un moment où il ne reste plus que 10 minutes sur le compteur. C'est très difficile de retrouver des vidéos, des prises de vue de cet événement, mais un truc qui est sûr, c'est que les 10 dernières minutes ont été à peu près documentées. Autour de 9-8 minutes restantes, voici ce qui se passe. C'est la première fois qu'on voit la femme réagir à quoi que ce soit dans la salle, montrant que ce n'est pas juste une simulation ou juste un JPEG d'une meuf, voilà quoi. Et juste après, le live coupe. Et malheureusement, il coupe jusqu'à ce que le compte à rebours arrive à 0. Bon, les gens étaient évidemment un peu coulés dans le seum, on voulait savoir ce qui allait se passer, mais aussi on voulait savoir si c'était quelque chose de grave et d'important. Et finalement, le livestream reprendra quelques minutes plus tard après la date finale en montrant ceci. Alors il est vrai que la fin est plutôt décevante par rapport à ce qui était présenté, mais d'une certaine manière, c'est plutôt rassurant que ce soit décevant. Parce qu'en effet, on a eu tout de suite la preuve intérieure que c'était une expérience sociale. Une vraie cette fois-ci. Alors qui a créé cette expérience ? C'est un collectif du nom de Black Elephant, qui est un collectif russe,
qui postera une série de vidéos montrant que c'était bien eux, montrant notamment une vidéo de l'actrice qui a joué l'otage, une actrice qui a quand même dû rester figée à une chaise pendant 10 heures. Benjamin Bennett n'a qu'à bien se tenir. Et leur justification pour ce livestream, c'était qu'ils voulaient voir comment Internet réagirait à une catastrophe et une situation d'urgence de ce type. Et même si c'est tout à fait louable, il est vrai que ça fout un peu les jetons de voir à quel point les gens n'ont pas réagi et surtout les autorités n'ont pas réagi. La réaction de YouTube, ça a été de mettre sous silence ce live. Mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire ? Est-ce que ça aurait été pas mieux de le laisser en ligne en attendant que des gens puissent le retracer ? Mais s'ils le laissent en ligne, ça veut dire que les annonceurs de YouTube doivent se mettre à l'idée qu'ils donnent des pubs à une plateforme qui accepte ce genre de contenu. C'est ultra compliqué et les gens ont trouvé que c'était très malsain comme concept parce que ça montrait à quel point les gens ne réagissaient pas et qu'à force de réaliser ce genre d'expérience, peut-être qu'un jour quelque chose de vrai pourrait arriver et que ça passerait inaperçu. Donc évidemment, le monde était un peu partagé, mais il est clair que certains disent que cette expérience faisait partie des plus flippantes qu'ils avaient pu voir sur Internet et l'une des plus captivantes, tellement la chose était simple et semblait réelle. Numéro 2, la disparition de Paranormal Anna. Qui est Paranormal Anna ? C'est une, ou du moins c'était une youtubeuse. De son vrai nom, Alana G faisait une chaîne d'horreur sur des faits étranges, des creepypastas, des histoires vraies, etc. Et tout du long de son parcours, elle a réussi à amasser une communauté plutôt active de environ, selon les sources, 50 000 abonnés. Ce qui est franchement pas mal, surtout en 2015. Et sur le sujet de l'horreur, à cette période, c'était un peu la merde de faire des vues avec ce sujet. Tout semblait plutôt bien marcher. Elle avait fait notamment une série de vidéos sur l'affaire de Elisa Lam. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo avec Pourquoi avoir peur, mais si vous voulez que je refasse un finding sur le sujet, dites-le moi, mais c'est super connu. Mais en tout cas, elle avait fait des vidéos sur le sujet qui avaient franchement très très bien marché. Sa chaîne marchait tellement bien qu'une collaboration avec la youtubeuse Rainbot, qui est une chaîne assez connue dans le domaine de l'horreur anglophone, commençait à être envisagée. Elle avait l'air plutôt enthousiaste à l'idée, mais d'un coup, le 3 septembre 2015, elle disparaît sans le moindre trace. Et encore aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvée. Son compte et tous ses réseaux sociaux ont été supprimés d'un coup. Les gens se sont dit qu'ils allaient parler tout simplement à ses proches, les gens qui avaient pu parler avec elle, notamment sur YouTube. Aucun n'avait eu le moindre information et encore aujourd'hui, aucune personne n'a eu le moindre information sur les raisons de sa disparition et sur où elle est allée. Personne, même des amis plutôt proches qu'elle avait sur YouTube. Rainbot en question avait fait une vidéo à l'époque parce que tout simplement tout le monde commençait à lui demander où est-ce qu'elle était passée et elle-même disait ne pas le savoir tout simplement. Qu'est-ce qui a pu amener Paranormal Anna à quitter YouTube ? D'abord, on est quasi certain que c'est pas une lassitude au niveau de YouTube, etc. Elle était à fond dans l'idée de réaliser une collaboration avec Rainbot. Sa chaîne marchait super bien. Non, ça devait être quelque chose d'autre. Eh bien, les abonnés de Paranormal Anna avaient déterré des tweets plutôt alarmants postés la veille de sa disparition totale de ses réseaux sociaux. J'ai eu un problème de stalk très flippant, donc je vais malheureusement devoir changer la manière dont je gère mes réseaux sociaux. Facebook, c'est fini. Je suis un peu surprise que ça m'ait pris au moins 1 an pour recevoir ma première menace de mort sérieuse. Pourquoi les gens sont stupides au point de poster ce genre de truc ? Je veux dire, un de mes oncles est un policier, les 2 autres sont des avocats. Me menacer violemment sur Internet finira toujours mal pour vous. Peu importe. Les lois d'Internet changent. Vous ne pouvez plus menacer de blesser brutalement quelqu'un et en sortir intact maintenant. Réfléchissez avant d'écrire. Ces tweets étaient passés un peu inaperçus, mais lorsque la chaîne a disparu et que quelques tweets restaient affichés sur Google quand on cherchait son compte Twitter, les gens ont très vite fait le lien. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas où elle est. Certains pensent qu'elle se serait éventuellement mariée, qu'elle aurait tout arrêté de peur, mais Paranormal Anna a disparu complètement et il est tout à fait probable qu'on ne sache jamais où cette youtubeuse est passée. Numéro 3, YouTube et la réalité. Alors ça, c'est un peu une partie fourre-tout de la vidéo où j'aimerais parler de ce qu'on pourrait appeler vraiment la face cachée de YouTube pour le coup. Sur YouTube, on peut trouver énormément de choses que l'on n'est pas censé pouvoir y trouver. Alors, je vais vous parler de 3 exemples de trucs assez flippants. En fait, c'est plus un recueil pour trouver des vidéos très flippantes et très réelles qui sont postées sur YouTube. Mais je ne vais pas montrer certains trucs dont je pourrais faire référence.
parce qu'il y a des trucs vraiment chauds qu'on peut trouver sur YouTube et qui ne sont même pas si cachés que ça. D'abord, sur YouTube, on a énormément de vidéos de dashcam, mais également des vidéos de dashcam de choses que l'on n'est pas censé voir, et notamment d'activités plutôt illégales. Je vous en ai trouvé un exemple très soft, cette vidéo qui avait beaucoup tourné, qui a été filmée dans le New Jersey. On voit un homme se faire arrêter par une sorte de barrage au milieu de la nuit. L'homme qui a réalisé ce barrage s'approche de lui ensuite. What's going on? Et soudain, le conducteur se met à avancer extrêmement vite, comme un peu affolé. Il expliquera plus tard qu'il avait vu le gars diriger sa main vers sa poche de manière plutôt menaçante et qu'il a voulu foncer. Il a appelé ensuite la police et quand la police est arrivée, les cônes n'étaient plus présents. Mais les 2 gens qui ont été responsables de ce barrage ont été retrouvés et aujourd'hui on ne peut pas savoir ce qui s'est passé et on imagine que c'était un couteau qu'il y avait dans sa poche. C'est pas trop hardcore, non, mais on peut trouver des trucs bien pires sur YouTube. Genre par exemple cette vidéo d'un type qui a conservé le corps de son arrière-grand-mère morte et qui est complètement obsédé par elle. Alors je vous montre pas énormément de choses, et notamment je vous censure le moment où il fait un bisou au crâne de sa grand-mère morte. J'aimerais que ce soit faux, mais dites-vous que cette vidéo existe, qu'elle a été vue des centaines de milliers, voire des millions de fois, et qu'elle n'a jamais été supprimée. Montrant que YouTube est quand même un peu étrange dans leur régulation du contenu. Et on peut également trouver des vidéos de gens qui meurent, tout simplement, sur YouTube. Ouais, et ça c'est pas normal, vraiment pas. Genre par exemple cette vidéo assez célèbre d'un couple qui se noie dans un torrent qui s'affaisse en dessous d'eux, en nageant tout simplement dans un lac créé par un barrage, un torrent se crée en dessous d'eux et ils se noient. Et on les voit tout simplement mourir. Ça devrait pas être sur YouTube ça. Et je pourrais aller encore plus loin. Parfois YouTube peut ressembler à LiveLeak, tellement il y a des choses horribles qu'on peut trouver. Notamment une chaîne YouTube qui avait été réalisée par un SDF, là je ne montrerai aucune image et je ne montrerai pas où c'est parce que c'est très très triste, où on peut le voir notamment s'auto-opérer une tumeur, avec tous les détails. On peut également y trouver, sans trop de problèmes, une vidéo d'un politicien qui, accusé à tort, se suicide devant tout le monde, avec une balle dans la tête. Non, ce n'est pas censuré, c'est trouvable. Et beaucoup de gens en ont parlé, mais on peut trouver du porno qui est caché assez facilement sur YouTube. YouTube est une passoire, il y a énormément de vidéos qui y passent, mais ce qui est flippant, c'est de voir que certaines de ces vidéos dont j'ai parlé ont plusieurs millions de vues. Et ça, c'est pas normal. Dans un sens, je suis content que la liberté d'expression soit conservée, mais dans un autre sens, il y a des gens qui se font supprimer leurs vidéos parce que on voit des seins. Personnellement, je préfère voir des tétons qu'un gars qui embrasse le crâne. Allez, on revient au sujet plus précis. Numéro 4, Jared Lee Loughner. Alors là, il va falloir beaucoup de backstory, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui a énormément à voir avec YouTube, il y a quand même une vidéo YouTube qui est placée à l'intérieur, mais c'est une tragédie qui est très vraie, et qui témoigne d'un non-traitement de maladie mentale qui avait été observé depuis déjà un long moment. Jared Lee Loughner est né le 18 septembre 1988. Il a une vie tout ce qu'il y a eu de plus normal avant d'arriver à la fin de son cursus de lycée. À ce moment-là, tout a changé. Il a commencé à tomber dans la drogue, parfois des drogues vraiment dures, et dans l'abus d'alcool. Avant, les gens le décrivaient comme une sorte de personne gentille, attentionnée, notamment son ex. Mais à ce moment-là, il est tombé dans une spirale et on n'a pas su l'arrêter. Tout s'est empiré, il devint de plus en plus violent et commença à suivre et s'identifier à des idéologies d'extrême droite. Il devient antisémite, extrêmement misogyne et notamment, il entretient une haine très ciblée pour Gabrielle Giffords, une politicienne américaine très proche du gouvernement d'Obama, qui notamment milite contre la libre circulation des armes sur le sol américain. Alors étudiant à la fac Pima dans l'Arizona, il postera une vidéo sur YouTube qui va alarmer beaucoup de gens. Dans cette vidéo, on le voit filmer sa fac en expliquant que cette fac est criminelle, qu'elle apprend les élèves à ne pas avoir de boulot et qu'elle commettait donc un génocide de ses élèves. So here's what we're doing. We're examining the torture of students. We are looking at students who have been tortured. This is my genocide school. Where I'm gonna be homeless because of the school. Sa voix est très étrange, on le sent légèrement psychotique, notamment quand il explique son désir de vengeance et également quand il s'énerve énormément à son professeur d'expression libre qui, selon lui, le sous-note régulièrement.
alors qu'il a eu un B dans cette matière. Un B, c'est une note plus qu'acceptable. C'est l'équivalent d'un 15. How's it going? Thanks for the B. I'm pissed off. What's that? I lost my freedom of speech to that guy. Peu après la découverte de cette vidéo, qui je crois avait été linkée sur son compte MySpace, quelque chose comme ça, la fac de Jared l'arrêta et le confronta à ses propos et ses dires réalisés. Sur le moment, il pensait qu'il y avait juste un enfant qui avait le seum, tout simplement, qui plongeait dans son seum parce qu'il avait eu une mauvaise note, mais non. Après avoir réalisé quelques enquêtes auprès des élèves de la fac, ils se rendirent compte qu'il y avait un grave problème avec cet individu, notamment quand il se moqua devant elle d'une jeune fille racontant son avortement, en faisant des commentaires sur le terrorisme et sur le meurtre de l'enfant. Et pour citer une des élèves qu'il avait côtoyée et qui était là à ce moment-là, il faisait des blagues sur le fait de foutre une bombe sur le fœtus pour faire une baby bombe. Ça s'invente pas. Finalement, la direction décida de son exclusion de la fac. En effet, l'Amérique à ce moment-là était toujours un peu traumatisée de la tuerie de Columbine, et donc ayant peur d'une fusillade, tout simplement, ils le laissèrent partir. Et franchement, ils auraient dû aller plus loin. Pourquoi ? Parce que le 8 janvier 2011, Jared se lève à 7h pour aller acheter des munitions dans un Walmart près de chez lui. À 10h ensuite, il se rend à un supermarché Safeway, où notamment Gabrielle Guilford était présente, et se met à tirer dans la foule, et notamment sur Gabrielle. Il blessera 13 personnes et en tuera 6. Il ne réussira néanmoins pas à tuer Guilford. Il est aujourd'hui en prison à vie et ne semble montrer aucun remords de ses actions. Le voilà en train de sourire sur sa photo d'emprisonnement. Les proches de Jared disent qu'ils avaient vu venir ce qui allait se passer, mais que personne n'avait osé agir. Et donc la vidéo que j'ai présentée précédemment résonne aujourd'hui comme une sorte de prémonition morbide de ce qui allait se passer quelques mois plus tard. Jared est tout simplement tombé dans la folie et personne n'a su le ramener à la raison. Numéro 5, The Station Nightclub Fight. Alors là, on va parler d'un truc, d'une vidéo qui, moi, aujourd'hui, j'ai du mal à regarder. Tout simplement parce que c'est un des enregistrements de catastrophes les plus honnêtes et violents que vous pourrez voir. Le 20 octobre 2003, au nightclub The Station, un groupe de musique Great White faisait un concert dans le cadre d'une tournée. L'événement était suffisamment important pour que la chaîne WPRI TV y amena le journaliste Brian Butler pour filmer le groupe réaliser sa performance. Tout allait bien au début de la soirée, malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu. En effet, au milieu d'un des morceaux, le groupe utilise des effets pyrotechniques pour leur performance. Sauf qu'il y a un flou vis-à-vis de s'ils avaient le droit ou non d'utiliser ces effets pyrotechniques. Généralement, c'est pour éviter le pire. Cette fois-ci, le pire est arrivé. Les étincelles de ces feux se prirent dans la mousse isolante, qui ni une ni deux prit feu complètement. Le journaliste Brian Butler comprit très vite que quelque chose n'allait pas et il est parti en avance, évitant ainsi le flot des gens qui allaient lentement sortir. Le feu a pris à une vitesse incroyable. En 1 minute 30, l'incendie avait pris majoritairement et en 5 minutes, toute la discothèque était en train de brûler. L'enregistrement avait été plus ou moins protégé du public parce qu'il n'y avait qu'une petite portion qui était partagée par les chaînes de télé, mais la vidéo de base qui avait été réalisée par Brian était trop extrême pour qu'ils aient envie de la partager au monde entier. Mais on ne sait comment, la vidéo a fuité. Il fut posté sur internet, le rendant visible au monde entier. Ce qui est fou avec cette vidéo, c'est la vitesse de cet incident. En quelques secondes, l'ambiance était passée du fun simple, d'une soirée tout à fait normale, à un enfer incontrôlable. La caméra s'échappe sous des cris d'agonie des gens juste ici pour s'amuser et qui se font tout simplement enfermer par le flot des gens en pleine panique.
En effet, et on ne le dira jamais assez, quand il y a un grave problème dans un endroit, qu'il y a une catastrophe, paniquer est la pire des idées qu'on puisse avoir. Je vous conseille donc la chaîne Fulloscopy pour comprendre pourquoi, mais quand les gens paniquent, ils ont tendance à foncer très très vite et à obstruer toutes les issues. Et là, c'est un des exemples les plus tristes de ça. Vous pouvez voir ici que le flot des gens était un véritable bouchon. Et donc dans la vidéo, on peut entendre les gens qui essayent de courir pour leur vie, mais qui se font rattraper par les flammes. C'est vraiment déchirant, et moi personnellement, c'est un truc que j'aimerais ne plus avoir à entendre. Donc je vous en donne que des petites portions, libre à vous d'aller voir pour vous-même, mais je ne suis pas responsable de vos cauchemars. 230 personnes furent blessées, 100 sont morts et seulement 130 sortirent sans blessure. Encore aujourd'hui, les gens ne sont pas certains de qui a été le plus responsable de cette tragédie. La boîte était un vieux bâtiment et plutôt mal ignifugé. Donc évidemment, les gérants de la boîte en ont mangé énormément. Mais c'est également le manager de la tournée du groupe Great White qui en a mangé aussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est lui qui a donné le feu vert au groupe d'utiliser des effets pyrotechniques. Alors tout simplement que, apparemment, les gérants avaient dit qu'ils ne devaient pas en utiliser. Alors certes, le flot des gens a empêché à beaucoup de sortir efficacement du bâtiment, mais la raison pour laquelle c'était si difficile pour les gens de sortir, c'est aussi car une des sorties majeures du bâtiment avait été obstruée, tout simplement parce qu'elle était réservée aux artistes. Et en plus, ça n'a même pas marché, parce que le guitariste Ty Langley est mort durant l'incendie. C'est une catastrophe monumentale qui a été responsable de 117 millions d'argent versé lors des différents procès. Une catastrophe dont encore aujourd'hui certains sont traumatisés. Bref, il s'agit du feu de boîte de nuit le plus rapide de l'histoire des États-Unis et le deuxième plus violent du New England. Bref, un événement absolument atroce et qui me semblait intéressant de ramener au goût du jour, tout simplement pour rappeler à quel point prendre des mesures de sécurité de base qui peuvent paraître improbables sont importantes. Tout le monde se fout de la gueule des tests incendie, notamment dans les écoles, jusqu'à ce que l'incendie démarre vraiment. Donc faites attention à vous, et faites attention à vos proches, et restez chez vous. C'est la fin de cette face cachée de YouTube. Pour la prochaine face cachée de YouTube, j'aimerais éventuellement trouver des chaînes un peu perdues et un peu mystérieuses, un peu faire un truc basé sur des ARG. Là, l'idée c'était de parler de trucs réels, un peu plus que d'habitude en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais annoncer d'ailleurs que mon album A 1000 Doors Just One Key va bientôt sortir. Je suis en train de fignoler les morceaux, mais il va bientôt sortir. Et également, la prochaine vidéo qui sera postée sur cette chaîne, normalement, sera la vidéo des 100 000 abonnés. Et vous savez ce que ça veut dire, un album entier réalisé à partir de modifications, de bruit, de mes proutes. Bref, n'hésitez pas à me proposer des trucs dont vous voudriez que je parle dans les commentaires vis-à-vis de YouTube. Évitez de m'envoyer des choses que tout le monde a vues, genre Don't On Me, I'm Scared, etc. Marble Hornets, dont j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo. Essayez de me trouver des trucs un peu niche, un peu cachés, et j'en parlerai éventuellement avec plaisir. À la prochaine, merci beaucoup. C'était Feldup, c'était Findings et la face cachée de YouTube.